chez vous pour cette troisième journée. Ah ben oui, nous poursuivons ces panels, ces différents panels avec des experts qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Nous parlons de la qualité de l'éducation, mais tout en jetant un œil sur ce qui est déjà fait lorsqu'il s'agit de la gratuité. Aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo est très engagé pour également réussir la qualité. Beaucoup s'est dit autour de cette qualité. Nous avons voulu approcher ceux-là qui ont, je dirais, une touche particulière en ce qui concerne le secteur de l'éducation en général. Nous avons pris l'engagement et même la décision de faire participer tous les experts du sous-secteur de l'éducation. On compte 4 au total. Aujourd'hui, nous recevons avec honneur Madame Wali Belandé. Elle va se présenter. Avec elle, nous allons parler d'une thématique qui fait couler assez d'encre et de salive, une thématique qui a été à la base de plusieurs tables rondes. On parle ici de comment réussir la qualité pendant la gratuité, puisqu'on doit dire que la gratuité n'est pas finie. Il y a une sorte de consolidation, mais comment faire pour réussir en même temps la qualité. Aussi, nous avons sur ce plateau un autre expert, un panéliste. Lui s'appelle Monsieur Michel Otto. Il va également mieux se présenter. Avec lui, nous ferons un état des lieux de l'enseignement préscolaire et son impact sur la formation des élèves à l'école primaire. Je m'en vais déjà vous présenter la bienvenue, Madame Wali. Bonjour Guy. Et bienvenue à vous, Monsieur Michel Otto. Bonjour et merci beaucoup. Alors, on va vous accorder un temps assez important pour nous parler de cette qualité tout en faisant une sorte d'état des lieux général. C'est vrai qu'avant on parle de la gratuité, on doit d'abord évoquer ce qui est fait, notamment en ayant un regard un peu plus vaste. Vous avez votre temps d'antenne, mais avant tout, vous vous présentez et le débat est ouvert. Merci, je suis très flatté de participer à ce panel de réflexion, principalement en abordant une question épineuse, une question de l'heure, celle de la qualité de l'éducation pendant la mise en œuvre effective de la gratuité. Vous l'avez dit, je suis Madame Wali Belandé, je suis coordonnatrice du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire. J'ai tout d'abord été coordonnatrice du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation, le projet pas que, mais avant cela, j'ai également été coordonnatrice du projet de soutien à l'éducation de base. Tous les 3 projets sont issus d'un financement du Partenariat mondial de l'éducation auquel notre pays a adhéré dès lors que nous avons mis en place une stratégie qui à l'époque était sous-sectorielle pour l'éducation dans le secteur de l'EPST. Très bien. Monsieur Michel, rapidement une présentation. Je suis Otto Michel, je suis expert de l'enseignement préscolaire. Pour l'instant, je suis président national de l'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, OMEP RDC. Je suis également coordonnateur de l'Agence pour la promotion de l'enseignement, une ONG qui promeut l'éducation préscolaire et l'enseignement en langue nationale dans les premières classes du primaire. Très bien. Alors, Madame Wali, vous avez la parole. Ben, merci. On a pas mal discuté, Michel et moi. On a eu le temps de se connaître et de beaucoup réfléchir autour de la qualité de l'éducation. Donc, je suis très heureuse de pouvoir partager ce plateau avec lui. Alors, je vais commencer par dire que aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, donc c'est mondialement reconnu que l'éducation de qualité occupe une place importante, une place prépondérante, parce qu'elle est la clé pour, comment dire, faire mouvoir, la clé pour accéder à tous les autres objectifs de développement durable. Mais quand on regarde au niveau de notre pays, on constate que l'indice de développement humain, qui a certes évolué, est d'à peu près 0,48. Ce qui veut dire que l'enfant congolais ne peut développer que 48% de ses capacités par rapport à ce qu'il aurait pu faire s'il avait été mis dans des conditions optimales, dans des conditions de santé optimales, mais également
s'il était passé par une éducation de qualité. Ce qui est très grave au regard de la place que devrait occuper notre pays, la RDC, sur l'échiquier mondial. J'ai eu la chance de visiter d'autres pays qui sont passés de situations, disons, catastrophiques jusqu'à occuper le 13e rang mondial, comme la Corée. Ce pays a placé l'enfant dans une situation où on peut considérer qu'il est la première matière première de ce pays. Et en visitant ce pays, j'ai constaté qu'en 30 ans, l'évolution a été fulgurante. Ici en RDC, nous avons bien sûr connu bien la place de l'éducation en décrétant déjà en 2019 la mise en œuvre tous azimuts de la politique de la gratuité. En cela, nous avons eu des résultats très 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 positifs. On a eu plus de 3 millions d'enfants qui sont entrés donc, dans le cursus scolaire. Une bonne évolution qui est d'à peu près 12% du nombre total d'enfants à l'école, qui ont accès donc à l'école. D'un autre côté, la gratuité a permis de baisser d'à peu près 50% la charge des frais de scolarité sur les parents qui ont admis leurs enfants dans les écoles publiques, ce qui est une très bonne chose. L'une des réformes que le ministère est en train de mettre en œuvre est celle de mettre en place aussi ou de garantir l'assurance qualité, étant donné que le triangle accès, qualité, gouvernance ou équité doit pouvoir rester stable. Mais quel est le constat que l'on fait? Le constat que l'on fait, notamment à travers la cellule indépendante d'évaluation des acquis scolaires, qui est une cellule qui vient d'être créée et qui est directement rattachée au cabinet du ministre, l'on constate qu'en termes de capacité, par exemple sur les enfants de 2e année, on constate qu'il y a une évaluation pour dire qu'il n'y a que 16% des enfants de 2e année qui maîtrisent la langue d'apprentissage, qui sont les 4 langues lancées à l'issue de la réforme, et qu'il n'y a que 9% des enfants de 2e qui ont des capacités, des bonnes capacités ou des capacités excellentes en mathématiques. Pour les élèves de 4e, c'est à peu près un constat à peu près catastrophique aussi. Il n'y a que 16%, donc je parlais de 26% pour les enfants de 2e. Pour les enfants de 4e, il n'y a que 16% qui maîtrisent l'utilisation ou les matières en français et seulement 3% qui ont de bonnes aptitudes en mathématiques. Ce qui veut dire que l'évolution est, disons-le, inversement proportionnelle pour l'accès et pour la qualité. Ce qui est un constat quand même assez grave. Alors, la question épineuse, c'est celle de voir comment améliorer la qualité, puisque ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'enfants, une vingtaine de millions d'enfants à l'école, s'ils ne peuvent pas devenir des citoyens convenablement outillés pour servir la nation, je parle de la nation, mais également pour développer la RDC qui est un pays, comme on l'a souvent dit et comme on le dit toujours, potentiellement riche. Je vais donner quelques pistes de solutions. Ce sont des facteurs auxquels nous avons souvent réfléchi, mais qui doivent bien sûr être mis en œuvre en étant combinés et surtout en étant priorisés. On a beaucoup parlé de la place qu'occupe l'enseignant et donc moi j'adhère déjà à cette thèse qui dit que la formation pédagogique de l'encadreur, donc de l'enseignant, occupe une place prépondérante. En parlant de formation, bien sûr, nous parlons de la formation initiale, qui est celle qui se fait, et là je suis au niveau de l'école primaire, qui est celle qui se fait
au niveau des instituts pédagogiques. Et cette formation initiale, nous savons que, heureusement, dans le cadre du projet que j'ai eu la chance de piloter avec une équipe très compétente, le projet Pas Que, nous avons réformé le programme des humanités pédagogiques pour une période transitoire. L'objectif étant, l'objectif ultime étant, de réformer le programme, de créer le programme des instituts de formation des maîtres. Chose qui a été faite également dans le cadre du projet, avec l'appui de la direction qui a été créée à cet effet, de la DIFOR, donc la direction de la formation des enseignants et des maîtres enseignants et des encadreurs. Après cette formation initiale, bien sûr, elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup de temps. Et en termes de transition, nous avons donné une place à la formation, comme on dit, la formation en cours, la formation continue. La formation des enseignants qui sont déjà dans les classes. Et cette formation, elle a bénéficié d'une bonne réforme également. Il y a eu des experts qui ont travaillé à identifier les faiblesses des enseignants et pour formuler des modules très adaptés, des modules pertinents qui peuvent aider à améliorer la compétence des enseignants. Mais encore une fois, là, je dois mettre un bémol, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui doivent entrer en jeu lors de la mise en œuvre de la formation continue. Plusieurs formes peuvent être identifiées. Il y a l'enseignant qui fait de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'il a accès à quelques ressources éducatives et il peut se former donc tout seul. Il y a l'auto-formation qui se fait à travers le réseau d'écoles de proximité, mais il y a également l'encadrement qui se fait par le directeur. Tout cela nécessite que le formateur des formateurs, qui est l'inspecteur, qui est non seulement forme, mais également encadre les formations, soit outillé pour bien le faire. Avec le projet ProZeb à l'époque, donc qui a commencé de 2013 à 2017, nous avons placé 35 centres de formation à titre de pilote dans la grande province de l'Équateur et la grande province du Kasaï. Si nous devons évaluer le fonctionnement et, disons, l'impact qu'ont eu ces centres de formation, je pense qu'on peut estimer que l'impact est quasiment nul, on doit se le dire. Pourquoi? Ces centres, bien qu'ils aient eu une autonomie déjà en termes d'énergie, on n'a pas assez utilisé dans ces centres-là, on n'a pas entériné la question de la transformation numérique. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que l'on dématérialise certaines activités lors de la formation continue des enseignants. Il fallait que dans le chef des responsables de la formation continue, qui sont les inspecteurs, l'on comprenne que la formation en cascade a ses limites et que dorénavant, il fallait absolument organiser et exploiter les centres de ressources pour que l'enseignant ait accès de manière ininterrompue et de manière qualitative aux ressources de formation. C'est une question qui est en plein débat parce que avec les instituts de formation des maîtres qui vont être mis sur place, on va bien sûr placer la transformation numérique dans un contexte où cette transformation peut se développer au point où ces centres fonctionneront administrativement parlant et même opérationnellement parlant de manière quasi autonome. Alors, la conséquence de cela est que nous aurons bien sûr un nombre d'enseignants de qualité qui va augmenter. Et donc, je dis ici qu'il faut augmenter le nombre d'enseignants de qualité à travers la formation continue améliorée et bien sûr aller dans les fondamentaux qui sont l'amélioration et la mise en place, la mise en œuvre effective de la formation initiale des enseignants. Deuxièmement, je pense qu'il faut améliorer les cadres d'apprentissage.
c'est-à-dire les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons un enseignant, moi j'ai vécu cela, quelque part à Chicapa, je pense, où dans une classe de première année, il y avait un enseignant pour 168 élèves. L'école était tellement bondée qu'on a dû retirer les bancs et placer les enfants en spirale. Je pense que quelle que soit la compétence ou la qualité, le niveau de compétence de l'enseignant, il ne peut pas, à lui seul, pouvoir garantir une qualité des apprentissages sur 168 élèves, alors que le ratio normal est de 1 enseignant pour 40 élèves. Et donc, nous devons faire un travail pour l'amélioration des infrastructures scolaires. Il y a des plans qui existent, qui ont existé, et ces plans sont en train d'être améliorés, d'ailleurs dans le cadre du projet que je vais piloter, le PEKIP, pour que l'on puisse construire des écoles selon une politique de la construction à moindre coût. Parce que déjà, à l'époque de la stratégie sous-sectorielle, là, on avait identifié un besoin de construction d'écoles d'à peu près 1500 écoles par an pendant 5 ans. Donc, sachez bien que sans faire les calculs d'usage, on est très, 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 très loin du compte. Alors, en même temps que nous allons placer les enfants dans un cadre approprié, surtout les jeunes filles, n'est-ce pas, en mettant des installations wash pour leur permettre de ne pas sécher l'école pendant une certaine période bien connue, nous devons bien sûr parler des intrants pédagogiques. Déjà en termes de programmes, les programmes ont été revus bien sûr. Il y a une planification pour mettre à la disposition des enfants des manuels scolaires pour certaines matières seulement, mais qu'en est-il des autres matières qui sont, dans le contexte de notre pays, très 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 fondamentales? La géographie et l'histoire. Aujourd'hui, on a réussi à élaborer des manuels scolaires revus, des manuels de qualité, et en même temps que des guides pour l'utilisation des manuels, pour les mathématiques, les sciences et le français. Mais à mon sens, puisque nous sommes aujourd'hui le ministère de la nouvelle citoyenneté et non pas d'initiation, seulement la nouvelle citoyenneté, nous devons revoir et mettre à la disposition de nos enfants les manuels scolaires pour les autres matières que j'appelle même des matières de souveraineté. Alors, lorsque l'on a mis ces intrants pédagogiques et l'on a construit des écoles et mis tout cela à la disposition, bien sûr, de l'enseignant, parce que c'est lui le principal encadreur, il est également question que les enseignants puissent être gérés d'une certaine manière. Tant dans le recrutement, et ça c'est également une réforme qui est en cours, que nous allons essayer de bousculer, ou plutôt d'appuyer dans le cadre du PEKIP, c'est celle de l'amélioration de la gestion des enseignants. Partant du recrutement, qui ne doit plus se faire d'une manière totalement subjective, vous savez de quoi je parle, mais également dans l'avancement en grade, qui doit se faire sur base du mérite. Nous devons parler de la question de la paie des enseignants, qui est une question épineuse. Et là, j'ai eu la chance de discuter, d'ailleurs avec, par curiosité, j'ai eu la chance de discuter avec une dame qui se trouve être la DG de la Cadeco, qui est l'unique banque nationale que nous avons conservée ici en RDC, et qui se dit très capable, très à même de pouvoir organiser la paie des enseignants pour augmenter le taux de bancarisation. Combien de fois ne sommes-nous pas allés en province pour constater que la file d'attente pour la paie des enseignants, eh ben, cette file, elle demeure pendant des semaines et des semaines. Pendant ce temps-là, pensez aux enfants qui sont livrés à eux-mêmes dans les salles de classe. Pendant ce temps-là, pensez à la plupart des enseignants qui ont atteint un certain âge et qui ne peuvent pas faire le déplacement pour attendre de recevoir leur paye mensuelle. Pendant ce temps-là, pensez aux enseignantes femmes qui sont en même temps mères de famille, qui, pour la plupart, emmènent des enfants attachés à leur dos pour faire le retrait de la paye. Et je l'ai vécu moi-même à Boudjala pendant toute une semaine où j'étais en mission. Je pense que cette situation-là mériterait d'être vraiment abordée et résolue de la manière la plus efficace possible. Alors, j'ai parlé du système de paye, j'ai parlé
Parlons également de la prise en charge des soins de santé. Je crois que le MEPS est là, le MEPS existe, et le MEPS est une idée de génie qui devrait, à mon avis, être déployée sur l'étendue de la République. Déployée sur l'étendue de la République. Je ne vais pas aller jusqu'à remettre sur le tapis la question du statut particulier de l'enseignant, parce que c'est aussi une question qui doit être abordée par le gouvernement. Et c'est une question prioritaire qui peut aider à, comment dire, à redonner la valeur de l'enseignant au sein du système d'apprentissage, au sein du système d'éducation. Je vais conclure pour laisser la place à mon ami, et je vais peut-être, j'espère que ma conclusion ne va pas tout remettre en question. Il y a une idée qui a germé pendant longtemps, une idée, ou plutôt un engagement que l'État a pris lorsque nous avons décidé de nous mettre au diapason d'autres États, d'autres pays, dans le cadre de certaines organisations, la COFEMEN et tout ça. Lorsque nous nous sommes mis en tête de rejoindre le Partenariat mondial pour l'éducation, c'est de faire de l'investissement dans l'éducation une priorité. Et l'investissement dans l'éducation, dans tous les domaines, là je vais juste laisser le tapis ou peut-être glisser vers le domaine de prédilection de mon ami Michel Otto. Lorsque nous finançons l'éducation, comment la finançons-nous? Quelles sont les priorités? Est-ce que nous finançons uniquement l'accès? D'accord? La politique de la gratuité est là, mais également, nous devons en même temps financer la qualité. Sinon, nous ne ferons pas œuvre utile. Et quand nous pensons à financer la qualité à travers les priorités que je viens de citer, les infrastructures, la prise en charge de l'enseignant et tout ça, nous devons aller et réfléchir à tout le parcours pour ne pas oublier le préscolaire. Le préscolaire est une préparation à l'apprentissage. Pendant le préscolaire, on apprend à apprendre. Moi-même, je suis le produit d'une bonne formation en préscolaire et je connais les garanties, je connais le mérite que cela a occasionné pour qu'aujourd'hui je puisse faire un parcours scolaire ici et ailleurs, un parcours convenable. Et donc là, je pense que mon ami et mon frère, mon collaborateur pendant un moment, peut en dire beaucoup plus. Parce que le préscolaire est pour moi et pour nous, et pour mon ami ici, une garantie à une éducation, une scolarité de qualité. Merci. Merci beaucoup. Je l'ai dit au début, ça sera un panel qui pourra se compléter. Vous avez parlé justement de ce qu'il faut pour réussir, mais j'ai entendu également Madame évoquer ces financements au niveau de la base, et je pense que lorsqu'on parle de la base, on ne peut ne pas parler du préscolaire. Et vous avez une thématique assez claire qui nous renvoie d'abord à une sorte d'état des lieux de ces préscolaires, parce que ça a été même évoqué dans la stratégie sectorielle de l'éducation comme réforme, avec tout ce qui devait être fait. Que dire, Monsieur Otto? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, une fois de plus, de partager ce plateau avec Madame Wali, avec qui j'ai eu à travailler pendant 2 ans comme consultant dans le projet qu'elle gérait. Au fait, je veux commencer par dire que je suis très heureux d'intervenir dans ce panel dans un contexte assez particulier. Nous sommes en guerre, nous sommes un pays où la corruption est partout, les tournements à tout bout de champ, les embouteillages partout, le respect des l'heure n'existe pas, la ponctualité c'est une denrée rare, la confiance n'existe pas, disons, tous les mots sont pratiquement présents sur la table. Et cela, ce n'est pas le fait du hasard. La science, les recherches scientifiques ont démontré que tout se joue avant 6 ans. Au fait, je vais commencer par expliquer que tout le monde nous comprenne un peu c'est quoi le préscolaire en fait, en termes beaucoup plus clairs. Imaginons-nous devant un bâtiment de R+2. Le R
qui sera pris pour le niveau l'enseignement primaire, le R+1 pour l'enseignement secondaire et le R+2 pour le supérieur. Cette maison ne peut pas exister sans fondation. Et la fondation, c'est ça le préscolaire au fait. Le préscolaire par rapport à l'OMEP au niveau international, c'est de 0 à 8 ans. Mais en RDC, notre pays, c'est de 3 à 5 ans révolus. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui construisent? La fondation repose sur une autre structure. Madame Ouali, vous connaissez ce que c'est? Ça s'appelle la semaine de propriété. Et la semaine de propriété correspond à l'âge de 0 à 3 ans, que ceux de la santé appellent les 1000 premiers jours de l'enfant. Et tout ça, ça joue sur tout ce que Mme Ouali a développé tout à l'heure là, et que je vais aussi avancer. Alors, la fondation qui va de 3 à 5, 6 ans correspond au préscolaire en RDC ici. Mais le préscolaire est une matière qui, lorsqu'on va dans la Constitution de la République, nulle part c'est repris. Je dis bien nulle part, allez vérifier. Nulle part. On quitte là, on vient dans la loi cadre de 2014. La loi cadre nous parle de l'enseignement maternel. Or, la maternelle ne prend en charge que les enfants de 3, 4 et 5 ans. Or, le préscolaire, d'après notre ministère, actuellement Éducation nationale, c'est à la fois l'école maternelle, à la fois la classe préprimaire, à la fois les espaces communautaires de veille. Tout ça, c'est des 3, 4 et 5 ans. Mais qu'est-ce que le pays fait de l'enfant de sa naissance à 3 ans? Quel est ce ministère qui s'en occupe? Il n'y en a pas. On quitte la loi cadre, on vient dans la stratégie sectorielle. La stratégie parle justement, dans ses priorités, il évoque, retient l'enseignement préscolaire. C'est même pas, en fait, il y a même des confusions. On parle de la classe préprimaire, on parle du préscolaire. En fait, le ministère lui-même ne maîtrise pas la terminologie comme il se doit, déjà au niveau du ministère. Et ça, c'est un problème qu'il faut évoluer. Maintenant, on revient. La stratégie sectorielle qui vient d'avoir une extension de 2 ans avait proposé, s'était assigné comme objectif, entre autres, d'avoir des programmes, d'avoir des normes pour l'enseignement préscolaire. Dieu merci, le ministère a fourni beaucoup d'efforts grâce au projet que Mme Ouali a piloté de main de maître, bravo Madame, a doté à notre ministère, à notre République, un recueil des normes de l'enseignement préscolaire. D'ailleurs, si vous vérifiez, dans notre système éducatif, seul le préscolaire a le recueil des normes. Le primaire n'en a pas encore, le secondaire n'en a pas non plus. Et c'est un recueil des normes qui était aligné aux objectifs de développement durable. Donc les ODD avaient été alignés sur ces recueils des normes-là. Le préscolaire a des problèmes, comme on peut le savoir. Déjà, le taux d'accès est très faible. Nous sommes parmi les tout derniers de l'Afrique. Nous sommes à 6-7% du taux d'accès au préscolaire. Et cela peut se justifier par un problème sérieux d'infrastructure. Je vais prendre actuellement, pour être illustratif, je vous amène dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Nous sommes à Kinshasa ici. Nous sommes à Kintambo comme sous-division, où nous n'avons que 2 écoles publiques. Deux écoles publiques. C'est une école kimbangiste et une école catholique. Seulement, avec ça, on peut tout faire. L'accès ne pourra jamais évoluer. Impossible. Je vais encore être beaucoup plus percutant. Je vous amène dans les Grands Katanga, dans la province éducationnelle du Lualaba 1, à Kolwezi, où nous avons 0, je dis bien 0 école maternelle prise en charge par le gouvernement, payée par l'État. 0.
C'est copié là, Dina copié là, c'est vérifiable. Donc, on dit des choses simples de télévision, et voilà. Ce sont des choses qui, parfois, ça donne envie de pleurer. On se dit, mais nous sommes dans quel pays? Mais ça avance. Là, il n'y a pas que ça comme problème. Nous avons un problème de qualité. La qualité, c'est quoi? C'est l'enseignant, c'est l'environnement, c'est des manuels. L'enseignant du préscolaire est un véritable problème. Les chiffres sont éloquents, parce que pour décider, il faut poser la question aux statistiques. Les statistiques montrent aujourd'hui officiellement que nous n'avons que 12% d'enseignants qualifiés. 12% d'enseignants qualifiés. Ce qui fait que 88% de nos enfants sont confiés entre les mains de n'importe qui. Quel danger pour la République. Entre-temps, la science a démontré que les habitudes les plus solides sont celles que l'enfant acquiert entre 3, 4, 5, 6 ans. Un âge clé pour le pays. On ne pourra jamais développer ce pays si on n'accorde pas une place importante au préscolaire. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de ministres passer à travers beaucoup de ministères. Ils font ce qu'ils ont fait comme mandat. Ils partent, les cabinets sont sales, les bureaux sont sales, les couloirs sont sales, les toits d'araignée partout. Parce que tout simplement, leur tendre enfance, leur âge préscolaire n'a pas été bien géré. Nous avons des roulages qui ne sont pas régulés parce que tout simplement, ils n'ont pas connu cela aujourd'hui. Nous avons... Monsieur Guy, prenez 2 diplômés d'État. Non, je vais inverser les choses. Prenons celui qui a un bac plus 5 d'un pays étranger, prenons l'Amérique ou bien l'Europe, et non, celui qui a un bac là-bas et celui qui a un bac plus 5 chez nous ici, à qui on confie la même tâche. Normalement, celui qui est d'ici est plus gradé que celui qui a fait l'Europe, par exemple. Vous allez voir que celui qui a fait l'Europe sera beaucoup plus performant que nous. Conséquence, la tendre enfance, l'environnement dans lequel il a vécu. Alors, nous sommes persuadés que la qualité qui sera prise en compte avec ce nouveau gouvernement, on tiendra compte de la base qui est la fondation du préscolaire. Au préscolaire, nous n'avons aucun manuel scolaire officiel. Il n'y en a pas. Si au primaire, Mme Ouali, à travers son projet, a financé des tonnes de manuels qu'on a distribués aux écoles, en maternelle, au préscolaire, il n'y en a jamais eu. Jamais. Si manuels il y a, ce sont ceux que les privés comme nous produisons et nous les vendons. Or, qui dit manuel scolaire, ça peut être des manuels qui peuvent être destinés aussi bien aux apprenants qu'aux enseignants. Donc, c'est aussi un créneau qu'il faut exploiter pour faire avancer les choses. Le préscolaire, c'est également la formation de l'enseignant lui-même. Je vais vous surprendre que le pays, la RDC, mon Congo, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup d'argent en termes potentiels, qui a beaucoup de ressources sur le plan potentiel, n'a aucune école de formation sérieuse pour la formation de l'enseignant du préscolaire. Il n'y en a pas. Si on prend les humanités pédagogiques, qu'il y en a, pour former au niveau du préscolaire, nous en comptons un maximum de 5 humanités pédagogiques préscolaires. Toute la République, un maximum de 5. Maintenant, ces enseignants qui sont formés, d'où viennent-ils? Ils viennent des centres de formation privés qui pullulent aujourd'hui comme des champignons. Et chacun des centres qui existent a chacun un programme spécifique. Mais en 2014-2015, le ministère avait organisé une table ronde de l'enseignement maternel. À l'issue de cette table ronde, il avait été décidé que désormais, les centres privés n'allaient plus accorder de titres scolaires aux récipiendaires, mais que l'État allait le faire après un jury. D'accord, très bonne chose. Les inspections principales provinciales organisent des jurys pour ceux qui terminent des centres dans les centres de formation. Mais sur quelle base? Sinon un blanchiment, sinon pour avoir de l'argent. On ne peut pas évaluer sur base d'un programme qu'on n'a pas émis. Ça n'a aucun sens du tout. Aucun sens du tout. Et quand on va vérifier, s'ils étaient 10 qui avaient passé les jurys, tous les 10 passent. Pour quelle qualité?
Le préscolaire, c'est aussi le corps des inspecteurs. C'est aussi un problème qu'il faut regarder avec beaucoup plus de froideur. L'école des inspecteurs du préscolaire est pour la plupart l'émanation de ceux qui ont été au primaire, sans formation initiale adéquate. Ils viennent du primaire, ils ont été basculés en maternelle parce que le programme de concours est presque le même. Et lorsqu'ils ont suivi une formation pour entrer au corps, et c'est fini. Moi, j'ai jamais entendu qu'au niveau provincial ou national, il y a des formations de recyclage du personnel enseignant. En dehors de quelques projets qui arrivent pour mettre sur pied autre chose, mais c'est un problème sérieux. Le préscolaire, une de ces maladies, c'est le taux d'accès et la qualité. Lorsqu'on fait recours aux instruments internationaux, je prends la déclaration de Tashkent 2022, elle recommande qu'aucun enseignant qui n'est pas formé ne tienne la classe. Cette recommandation est reprise également à la norme numéro 2 de notre recueil de normes. Mais aujourd'hui, on va passer dans des écoles, on va trouver des enseignants non qualifiés et l'inspecteur est là qui ne dit rien. Mais il n'a pas le pouvoir, le pauvre inspecteur. Il est payé combien? Qu'est-ce qu'il a comme ressource lui-même, inspecteur? Voilà un peu des choses qu'il faille vraiment tenir compte. Recommandation. On veut la nouvelle citoyenneté? D'accord. On ne pourra jamais y arriver si on n'investit pas suffisamment dans la tendre enfance qui est le soubassement, qui est la fondation. On peut injecter des milliers d'argent. Nous, en tant qu'adultes, on va les voler, on va les détourner, on va les dilapider comme de la fumée. Rien ne va se faire. On ne sera même pas arrêté parce que la fondation n'a pas été solide. Investir du fonds, très bien, mais il faut investir à long terme. À long terme. Et très peu de gens investissent à long terme. Conséquence aujourd'hui, M. Guy, promenons dans la ville de Kinshasa ou même dans beaucoup de villes du pays, il y a très peu de cocotiers. Vous trouvez qu'il n'y a que des manguiers, il y a des avocatiers, il y a des bananiers, il n'y a pas de cocotiers. Pourquoi? Parce que cocotier, lorsqu'on le plante, il faut attendre 15-20 ans pour avoir ses fruits. Et nous ne sommes pas de cette école qui patiente. Non, on veut, c'est moi qui ai planté, c'est moi qui dois récolter. Non. À cette allure, on ne pourra rien faire. Projetons des choses, faisons pas des choses, faisons des choses dans le temps. Disons, qu'est-ce qu'on va faire après 25 ans, après 50 ans? Mais ça ne va faire que pour 5-10 ans. Avec un projet de 5-10 ans, on ne fera rien. Voilà un peu les quelques partages que j'ai pensé. Merci. Je pense que vous pouvez vous faire compléter un tout petit peu par Madame Mouali. Il a apporté un peu d'eau dans mon moulin, ou moi je vais en apporter dans le sien. Merci. Je vais peut-être être peut-être un peu méchante pour dire que si aujourd'hui les valeurs en termes de gestion, en termes de conservation de ce que nous avons ne sont pas exploitées, c'est parce qu'elles n'ont pas été connues. Non. Et l'endroit par excellence où ces valeurs sont, dispensées, c'est au pré-primaire. Je crois que c'est au préscolaire qu'on apprend à être propre. C'est au préscolaire qu'on apprend à respecter le bien d'autrui. C'est au préscolaire que se forge la citoyenneté à ce niveau-là. Et c'est au préscolaire que l'on bâtit non seulement le mental, mais également le physique de l'enfant. Et je crois que Michel, de ce côté-là, n'a pas tort. Et aujourd'hui, je voudrais revenir, au dire de ce que Michel vient d'exposer, pour penser qu'il y a une structure au sein du ministère qui devrait pouvoir aider à rendre pertinentes les investissements au niveau de l'éducation. Il faudrait pouvoir cibler les interventions qui peuvent faire mouche, mais également avoir un effet d'entraînement conséquent. J'ai parlé du préscolaire.
On a parlé également de l'efficacité de la formation des enseignants. Il a parlé du préscolaire plutôt. J'ai parlé de la formation des enseignants. Mais la structure par excellence qui est placée au sein du ministère, c'est le SPACE, le secrétariat permanent. On a parlé de continuité, c'est cette structure qui est là pour garantir justement la continuité des acquis, la continuité des actions, la pérennisation des actions dans la recherche des financements, non seulement au niveau du gouvernement, parce que c'est la structure qui appuie la planification au niveau du ministère, mais également au niveau des partenaires. Il y a une conjonction d'intervention des partenaires qui doit être orientée dans des secteurs ou dans des activités, des secteurs d'activité clés pour le ministère. Mais aujourd'hui, on ne sent plus la présence du SPACE. Parce que d'un mouvement à un autre, donc passant d'une intervention du sous-secteur vers une intervention sectorielle à travers la stratégie, la SSEF, la stratégie sectorielle d'éducation et de formation, qui maintenant concerne 4 ministères, oui, qui doivent interagir. Cette évolution, ce développement doit pouvoir se refléter au niveau du SPACE, qui est la structure, qui est le ciment en fait de l'action des 4 ministères pour mettre en œuvre la stratégie. Il n'y a rien, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il existe déjà trop d'études dans nos tiroirs et tous les efforts consentis pour mettre en place une stratégie sectorielle ne doivent pas être, banalisés. Nous devons maintenant apprendre à construire sur ce que nous avons. Et de ce côté-là, d'un financement orienté. Un financement orienté. Politique existe. Exactement. Un financement orienté, mais également, ces stratégies gagneraient à être connues. Avec des mots simples, parce que les parties prenantes et aussi les bénéficiaires, et surtout les bénéficiaires, devraient pouvoir connaître les réformes mises en cours. Les réformes commencées, où est-ce que nous en sommes? Comment est-ce que nous évoluons? Avec des chiffres. Et ce rôle est dévolu au SPACE principalement, mais également pour la qualité à la cellule indépendante des acquis scolaires, qui également peine à fonctionner et qui est placée directement auprès du ministère, donc du cabinet du ministre, pour ne pas dépendre, comme son nom le dit, pour ne pas dépendre de l'administration. Voilà. Avant de quitter, j'ai 2 choses importantes qu'il faille placer. Parce que le préscolaire, c'est le jeune enfant. Au fait, 2 choses à dire. Hein? La valeur de l'enseignant ainsi que les relations entre le préscolaire et d'autres trucs. L'enseignement du préscolaire aujourd'hui, c'est d'après la loi officiellement, c'est un enseignant qui a un diplôme d'État auquel il ajoute une année de spécialisation. C'est insignifiant aujourd'hui avec le niveau que tout le monde connaît du diplôme d'État aujourd'hui. L'enseignant des petits-enfants, c'est comme un médecin des petits-enfants. Le médecin des petits-enfants s'appelle pédiatre. Le pédiatre, il est d'abord médecin, ça dit Bac+5, et il ajoute une spécialisation. Nous sommes un des rares pays au monde, on est D6, on est enseignant en maternelle. On est D6, on est enseignant à l'école primaire. Ça n'existe plus nulle part au monde. L'enseignant, c'est Bac+5, Bac+3 minimum. Nous devons évoluer. Le préscolaire, c'est aussi des passerelles. Vous voyez, notre ministère ici a 2 grands pôles, le secrétariat général et l'inspection générale. À l'inspection générale, nous avons 2 directions qui s'occupent de la petite enfance, le contrôle de l'enseignement préscolaire et le CENAFOR maternel. Les 2 se parlent, ils discutent sans problème. Au secrétariat général, nous avons des directions qui s'occupent du préscolaire. Nous avons la diplomate, nous avons la DINACOPE, nous avons la DAS, nous avons, je ne sais pas tout cela. Vous allez constater que les ponts ne sont pas jetés entre toutes ces directions. Il n'y a pas de pont. Ils ne sont pas solides, ils ne sont pas jetés. Il n'y a pas de pont. Enfin,
Si pont il y a, c'est des morceaux de bois. Voilà, c'est des morceaux de bois. Il n'y a pas de pont. C'est des morceaux de bois. Vous voyez? Alors, le préscolaire, il n'y a pas que notre ministère qui s'en occupe, c'est également les affaires sociales. C'est également l'intérieur. C'est également l'enseignement supérieur. C'est également les plans. C'est également genre et famille. C'est toute la dynamique là qui doit être mise en mouvement pour avoir, par exemple, une task force de l'éducation préscolaire en RDC. Il n'y a pas que notre ministère seul qui doit se dire non, c'est notre affaire à nous. C'est pas possible. C'est pas possible parce que l'enfant est un être multidimensionnel. Il est santé, il est environnement, il est éducation, il est protection, il est tout cela. Il faudrait que le ministère trouve des voies et moyens à jeter des ponts, pas des morceaux de bois, des ponts en solide pour sécuriser le préscolaire qui est la base, comme on l'a dit. Merci beaucoup. Merci. De votre disponibilité. Merci à vous, Madame Wali. J'aimerais ajouter une chose. Ouais. C'est que, je ne sais pas si je l'ai assez dit, au niveau du ministère, donc le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui et de la nouvelle citoyenneté, plusieurs études existent. Je ne pourrais pas aller jusqu'à dire que tout existe. Il existe beaucoup de documentation, il existe beaucoup de stratégies, il existe beaucoup de politiques déjà formulées par les experts du ministère. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre. Ce qui reste, c'est la vulgarisation. Pour que chaque Congolais, que ce soit les acteurs, les parties prenantes, mais également les bénéficiaires, puissent non seulement connaître, mais également apporter une pierre à l'édifice, mais à l'édifice de la qualité, parce que c'est de la qualité dont nous avons besoin. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci également à vous d'avoir suivi ce panel. La suite, ça sera avec un autre panel et ça sera avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.